bonsoir à toutes et à tous. Le prix du riz va-t-il baisser dans les prochains jours? On s'interroge puisque l'Inde vient d'autoriser à nouveau l'exportation de son riz dans le pays, une décision qui pourrait avoir un fort impact sur les consommateurs. Un mort, 17 blessés, c'est le triste bilan d'un accident survenu à Cocody ce lundi et impliquant un Baka. Que s'est-il passé? Nous étions sur place. Et la course à la présidentielle très serrée entre Georges Weah et Joseph Boakai. Les deux hommes se préparent pour un second tour alors que seulement 7000 voix les séparaient lors du premier. Premier fournisseur de riz de la Côte d'Ivoire, l'Inde vient de donner son feu vert à nouveau pour l'exportation de cette céréale dans le pays. Une décision qui n'est pas sans conséquence, surtout après 4 mois d'interdiction qui a eu un fort impact sur les consommateurs. Les précisions de Nadja Eja. Bonne nouvelle pour 7 pays d'Asie et d'Afrique, dont la Côte d'Ivoire. L'Inde, premier exportateur de riz, qui avait suspendu ses exportations afin d'assurer la sécurité alimentaire de ses citoyens, vient de lever le verrou sur 1,34 million de tonnes de riz. Grâce à la levée de la mesure d'interdiction, la Côte d'Ivoire va bénéficier de 142 000 tonnes de riz sur les 474 000 à se partager avec le Cameroun et la Guinée. Ce réapprovisionnement pourrait contribuer à faire baisser le coût du riz quand on sait que le pays est le premier importateur de riz d'Afrique, selon l'Organisation mondiale du commerce, avec 41% de son approvisionnement auprès de l'Inde. La production locale de riz en Côte d'Ivoire est estimée à environ 1,1 million de tonnes par an. Le gouvernement ivoirien ambitionne de booster la production locale pour atteindre 1,4 million de tonnes cette année et réduire ainsi le déficit. L'atteinte de cet objectif passe par la signature récemment d'un protocole d'accord avec la Corée du Sud afin d'améliorer et accroître la productivité rizicole. Un mort, une dizaine de blessés ce lundi après qu'un Baka ait perdu ce matin le contrôle de son véhicule dans un virage à Cocody. C'est sous le choc que les familles des victimes ont été informées, tandis que les témoins de l'accident décrivent la terrifiante scène. Timé Danger, Zécré Joseph. Cocody, virage du carrefour La Vie. Sur les lieux, les opérations de remorquage de ce minicar, communément appelé Baka. En partance pour Cocody à Nono, c'est là que le véhicule de transport en commun en provenance d'Adjamégare a terminé sa course, couché, les roues en l'air, hors de la voie, 1 heure avant notre arrivée. Le Baka est maintenant sur pied après le remorquage. Son apprenti, lui, n'aura pas cette bonne fortune. Projeté du véhicule qui a fini sa folle course sur lui, il est cloué au sol. La recette du trajet dans la main droite, le corps inerte, gisant dans une mare de sang, aux grandes dames de ses camarades apprentis Baka et amis sur les lieux du sinistre. Regard défait, cœur en lambeaux, âme en pleurs. L'autre Baka là, c'est nous, le suit pas. Normalement, il était derrière. En venant, il s'est renversé quoi. Derrière là, il s'est levé et puis c'est tombé. Il était en bas. Quand il était ici, la côté apprenti là, et puis c'est là, et ça s'est couché sur lui. 17 autres personnes à bord échappent à ce sort. Blessés, ils sont évacués par les services de secours au CHU de Cocody. Parmi les évacués, ce proche de victime qui s'affaire à rassembler les marchandises de son épouse. Ce matin, moi, je suis sorti, je partais au travail. Mon téléphone a sonné, il y a une dame qui m'a appelé que Baka a fait accident, il y a ma femme dedans. C'est là que j'ai couru, je suis venu. Voilà, je suis venu en tout cas. Je trouvais que les pompiers étaient déjà là. Voilà, on les a évacués au CHU de Cocody. Ma femme, elle est un peu touchée, elle a un problème de hanche là. Elle est un peu touchée. En attendant le rapport de l'équipe de constat devant situer l'origine exacte du sinistre, des témoins mettent en cause, eux, l'excès de vitesse et un système de freinage inopérant. À les en croire, le véhicule roulant à vive allure aborde mal le virage. Le chauffeur tente alors de freiner. En vain, il finit par perdre le contrôle du Baka et termine sa course dans le décor. Traîné bien avant sur plusieurs mètres dont les traces restent visibles sur la voie où le trafic a été momentanément interrompu, ce jusqu'au transfert du corps par les pompes funèbres attendus sur les lieux.
Délivrance pour les usagers de l'ex-Adjamé à Bobo. L'échangeur dont les travaux ont démarré en mai 2022 pour fluidifier le trafic est ouvert provisoirement à la circulation depuis ce lundi. Un véritable soulagement pour les populations qui ont duré un calvaire sur cette voie. Le constat d'Issa Koné et Tanguy Conan. Le carrefour Adjamé-Makassi affiche une fière allure avec la construction de cet échangeur de type flyover. Long d'environ 500 mètres avec ses 2 fois 2 voies, cet échangeur vient fluidifier la circulation dans cette zone. Des allers-retours entre Adjamé et Abobo se font maintenant en seulement quelques minutes. Moi-même qui passe là, quand je viens souvent là, je fais 3 heures de temps avant d'arriver à la maison. Mais maintenant ça va, Dieu merci. Bien joli, bien chic, j'étais contente. Les chauffeurs des mini-cars, communément appelés Gbaka, jubilent. Souvent à cause d'un bouteille, nous on tourne ici, à cause d'un bouteille, mais aujourd'hui on va à la Renault. Parce qu'il n'y a pas d'embouteillage aujourd'hui. Par rapport à cet embouteillage, j'ai un ami qui a perdu son emploi. Il travaille jusqu'à Malokori, il ne peut pas se lever à 5 h pour aller dans un service à 7 h du matin par rapport à l'embouteillage. Donc dans ce cas-ci, il n'y a pas d'embouteillage. Nous comme ça nous fait plaisir. Les passagers aussi, ça les fait plaisir. Quand c'est comme ça, on sort vite, on rentre vite. Sincèrement, dis-moi, ici très très aujourd'hui. Aujourd'hui, on est très content. Quand on prend la voie, on voit que c'est libre. Nous-mêmes, on est contents, les clients sont contents. Franchement, souvent même là, si tu disais qu'à Bobo, je refuse totalement. Quelques travaux sont encore en cours, notamment sur la voie jouxtant le pont qui mène à Williamsville. Plus loin, d'autres travaux sont en cours. Celui du tunnel au rond-point de la mairie d'Abobo et l'échangeur de Oundotré qui, une fois terminé, viendront rendre l'accès facile à cette commune populaire d'Abidjan et faciliter l'accès au stade et Bimpe. Mode bulldozer activé pour la ministre d'État Anne-Désirée Oloto. Elle a défini les priorités du ministère de la fonction publique pour la nouvelle rentrée ce lundi, affirmant sa volonté d'en finir avec la corruption ou encore l'escroquerie dans les concours administratifs. Les précisions de Timé Dangé et Zécré Joseph. Rentrée solennelle du tout nouveau ministère d'État en charge de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, en face de la titulaire sortante de ce département promue au rang de ministre d'État, Anne-Désirée Oloto, plusieurs cadres, dont les directeurs régionaux et les chefs d'antenne. Au cœur des retrouvailles, de nouvelles directives édictées sous forme de feuilles de route pour plus de performance de l'administration publique. Le renforcement de la lutte contre la fraude, la corruption et les escroqueries autour des concours administratifs et d'accès à l'ENA. La réforme de l'ordre du mérite de la fonction publique pour une plus grande visibilité du processus de sélection des agents méritants. Mis en mission pour maintenir et accroître la qualité du service public, les tout nouveaux chefs d'antenne dans les 33 régions du pays, auréolés de l'appui logistique mis à disposition par la tutelle, prennent des engagements. Ce, par la voix du directeur général de la fonction publique. Ils s'engagent à améliorer leurs compétences, à promouvoir l'innovation, à travailler en étroite collaboration avec les autres acteurs de l'écosystème administratif régional et à être des facilitateurs, des médiateurs et des moteurs de changement dans le respect des valeurs qui les animent pour garantir la qualité et l'efficacité des services publics que nous sommes appelés à offrir aux usagers clients. Outre les équipements remis aux chefs d'antenne, 6 directeurs régionaux se voient, eux, attribuer du matériel roulant. Un don pour accroître leur mobilité sur le terrain, à l'effet de faciliter leurs opérations de contrôle des agents appelés à répondre aux exigences des usagers clients. C'est l'un des programmes phares du PS Gouv, le projet TIMO, travaux à haute intensité de main-d'œuvre, piloté par l'agence Emploi Jeunes. Il a pour vocation de sortir les jeunes de la précarité et du chômage. Qu'en est-il? Nous étions à Koumassi pour rencontrer une vingtaine de bénéficiaires de ce projet. Nadja Edja, Fulgence Kissiedo. Vanessa Ablé, la trentaine, se prépare à exécuter ses travaux d'assainissement dans le cadre des travaux à haute intensité de main-d'œuvre, TIMO, initié par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, à travers l'agence Emploi Jeunes. C'est via une amie que Vanessa a eu écho de cette offre d'emploi. Voilà, c'est une amie qui m'a parlé de TIMO. Je lui ai demandé le travail qu'on ça fait. Elle dit non, c'est juste pour rendre le cadre propre. Pour faire ce boulot, il faut être courageuse, voilà. Et puis il faut être patient. Avec elle, ce sont au total 20 femmes qui ont été sélectionnées pour assainir la commune de Koumassi
depuis ce vendredi. En retour, elles percevront la modique somme mensuelle de 55 000 francs CFA sur les 6 mois que va durer leur service. La rémunération se fait en 2 temps, mais il y a une épargne de 20 000. Donc chaque mois, on leur remet la différence et les 20 000 sont épargnés sur les 6 mois. Au bout des 6 mois, déjà pendant les activités, on les forme à l'entrepreneuriat, on les aide à monter un projet. Et à la suite, à la fin des 6 mois, cet argent-là sert de démarrage de l'activité qui pourra justement être complété par le programme de financement de l'Agence Emploi Jeunes pour leur permettre de faire une activité beaucoup plus consistante. Grâce à l'épargne qu'elles pourront constituer, ces femmes espèrent démarrer certains projets. Une femme comme ça, là, tu es mariée, tu as la maison, tu as les enfants, tu ne vas pas toujours tendre la main. Garçon, donne-moi l'argent. En tant que tu fais ça, même que tu t'amènes un peu, tu sais que cet argent-là, ça peut te rapporter beaucoup de choses. Je souhaite faire ce boulot pour pouvoir faire une formation qui va me permettre de pouvoir mes besoins. À Koumassi, le rôle de ces balayeuses est jugé capital dans le rayonnement de la commune. Ça rend la commune propre, l'assainissement, tout ça là. Parce qu'aujourd'hui, on parle de Koumassi nouveau. La Côte d'Ivoire doit miser beaucoup sur l'assainissement. Projet gouvernemental, les TIMO sont une opportunité à saisir par les personnes déscolarisées ou non scolarisées. L'État a comme mission de permettre à tous les jeunes, toutes les personnes en quête de travail, de pouvoir donc s'insérer. Donc il y a certains qui arrivent à s'insérer à partir du diplôme. Mais ceux qui n'ont pas de diplôme, ceux qui ne sont pas allés à l'école, ceux qui ne sont pas allés loin à l'école, qu'est-ce qu'on peut faire pour leur permettre donc de s'insérer? Donc à partir des TIMO, on les met en activité et puis après on les accompagne à l'entrepreneuriat. Accessible à toute personne dont l'âge varie entre 18 et 40 ans, les TIMO portent sur les travaux d'assainissement dans les villes et communes bénéficiaires, en allant du balayage des rues et curage des caniveaux au nettoyage des plages. Un projet à double bénéfice en raison de son impact socio-économique sur les bénéficiaires. Focus sur un inventeur ivoirien qui fait le bonheur des entrepreneurs de la restauration avec ses chariots mobiles de vente de produits alimentaires. Il ne cesse de séduire. D'où lui est venue cette idée? Comment sont fabriqués ces chariots? Le reportage de Bénédicte Silué et Chèque Bleu. Cocody Abata. C'est ici que Fadiga Karamoko a installé son atelier de fabrication de chariots mobiles. Cet ex-comptable a réussi sa reconversion. Mais tout est parti d'un amer constat que l'inventeur a fait, le coût des magasins hors de prix pour les petits commerçants. Je devais me lancer dans le domaine de la restauration et j'ai été confronté à un problème que beaucoup de personnes aujourd'hui rencontrent. C'est le coût exorbitant des loyers et aussi les pas des portes à payer pour pouvoir acquérir un local. Face à cette situation, il fallait que je trouve une alternative pour pouvoir me lancer dans mon activité. Et l'alternative que j'ai trouvée, c'était de créer une mobilité, c'est-à-dire créer des chariots mobiles de nourriture. J'ai dû me reconvertir, c'est-à-dire apprendre le métier sur le tas et puis pouvoir produire des chariots efficaces qui pourront faciliter la vie. Au milieu de ce vacarme assourdissant, le jeune inventeur donne les dernières consignes avant la livraison du prochain chariot. Pour avoir une de ses créations, il faut débourser la somme de 800 000 francs pour les modèles classiques et beaucoup plus pour ceux les plus élaborés. On a plusieurs modèles de chariots. On a des modèles poussables, on a des modèles attellables à véhicules, on a des modèles déjà motorisés où l'opérateur s'assoit dessus. On a des vélos réfrigérés aussi, c'est-à-dire des vélos avec des congélateurs qui marchent au système solaire en fait, pour pouvoir vendre des jus et autres. Il y a une forte demande. On peut écouler environ plus de 8 chariots par mois. Une invention qui facilite la vie des personnes entreprenant dans la restauration. Pour Marie-Josée Aoulou, cette innovation a permis une plus grande clientèle. Il est pratique, il est rapide, ça me facilite. Quand il y a les manifestations, je peux bouger avec partout. Ce qui me plaît, c'est que vous pouvez utiliser en même temps tout l'appareil. Il y a les panines ici, les brochettes et puis les grillades à côté. Cette vendeuse, elle, a 2 chariots à son actif. Elle s'est laissée séduire par la facile mobilité de l'engin. J'ai acheté le premier chariot pour pouvoir participer aux événements. Voilà, donc la plupart du temps, on se déplace aussi pour aller à Assini, pour les festivals qui s'y trouvent. Les clients, eux, se disent éblouis par la beauté du stand. Les Ivoiriens, on aime ce qui est joli. Donc c'est un peu pour ça que je suis venue. Et c'est vraiment très propre. Voilà, contrairement à certaines personnes, certains endroits où les commodités ne sont pas vraiment jolies. Ici, tout est propre,
Tout est bien soigné. À chaque fois que je viens manger ici, je suis vraiment contente. Ces chariots de restauration made in Côte d'Ivoire pourraient résoudre le problème des pas de porte au coût exorbitant des magasins. Ils représentent une aubaine pour les entrepreneurs à quelques jours de la CAN. De la culture à présent avec 4 Ivoiriens primés samedi aux Trace Awards à Kigali au Rwanda. Une fierté pour tout le pays. Ils ont été chaleureusement accueillis par la ministre Françoise Remarque. C'était en présence de Moussa Nikemar et Kimo Eric. Samsa from Côte d'Ivoire. DDB. KS Bloom from Ivory Coast. Roselyne Layo from Ivory Coast. KS Bloom, Roselyne Layo, Didibé et Tamsir, 4 Ivoiriens primés à l'édition 2023 des Trace Awards tenus à Kigali au Rwanda. Recevant les lauréats, la ministre Françoise Remarque a exprimé toute sa fierté de voir des jeunes Ivoiriens sur le podium. Comme vous le savez, le chef de l'État a déclaré l'année 2023 année de la jeunesse. Et comment mieux le récompenser qu'à travers ces trophées qui viennent d'être remportés brillamment par nos jeunes artistes. Et ces jeunes, tous ces jeunes nous démontrent aujourd'hui à quel point ils sont talentueux, à tel point la créativité ivoirienne est reconnue dans le monde entier. Donc évidemment très ému, très honoré aussi. Comptant pour sa première édition, Trace Awards est une cérémonie qui récompense les meilleurs artistes africains et caribéens de l'année. Cela démontre qu'on est aimé par notre pays, voilà, notre ministre de la Culture. Et vraiment, c'est un honneur pour nous, c'est un plaisir pour nous. La Côte d'Ivoire est encore fière de nous. Maman, nous avons ramené ça pour la Côte d'Ivoire, pour la culture ivoirienne, et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. On tenait à vous présenter ces trophées et vous dire que on se bat pour la musique de notre pays, on se bat pour la culture de notre pays. De façon personnelle, c'est une fierté, forcément. Et c'est aussi preuve que le travail est apprécié. Sur le podium ivoirien, Tamsir rafle le prix du meilleur producteur, pendant que la seule dame du quatuor, Roselyne Layo, prend la catégorie révélation de l'année. Le disciple KS Bloom est sacré artiste gospel et le rappeur Didibé s'impose dans la catégorie meilleur artiste francophone. Il donne bois, manioc, mais il boit voodoo, chacun avait son goût. Et le ballon de la CAN 2023 a été dévoilé. Il s'appellera Laurent Pokou en hommage à l'ancien international ivoirien Salif Yalekwe. Laurent Pokou, immortalisé à travers le ballon officiel des matchs de la Coupe d'Afrique des Nations. L'annonce a été faite par la fêtière du football africain. L'ancien sociétaire de la SEC et du Stade Rennais en France a été sacré à 2 reprises meilleur buteur de la CAN, avec 6 buts en 1968 en Éthiopie et 8 buts en 1970 au Soudan, dont 5 en un seul match contre l'Éthiopie, battu 6-1, ce qui lui valut le surnom de l'homme d'Asmara. Avec ses 14 buts, il a été pendant 38 ans le meilleur buteur de cette compétition. En septembre dernier, le stade de San Pedro, l'un des stades hôtes de la CAN de l'hospitalité, avait été baptisé Stade Laurent Pokou par le gouvernement ivoirien, également en hommage à cet excellent footballeur. Au plus haut sommet, on veut apporter un coup d'accélérateur à cette organisation. Le tout nouveau gouvernement voit attribuer la question des sports au Premier ministre, Robert Begré-Mambé. Pour sa part, le nouveau ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des sports et du cadre de vie, Maître Adjé Silas, a appelé les Ivoiriens à fédérer les efforts pour la réussite de la CAN. Pour savoir que le chef de l'État et le Premier ministre tiennent au succès de cette CAN. Cette CAN pour laquelle notre pays a consenti d'importants investissements. Déjà, une ferveur populaire se dégage autour de la compétition. Et les derniers grands événements footballistiques que notre pays a abrités ces derniers jours, à savoir le tirage au sort de la CAN et les matchs amicaux de la Côte d'Ivoire contre le Maroc et contre l'Afrique du Sud, sont là pour témoigner de ce que les Ivoiriens veulent faire de la 34e édition de la CAN une grande réussite. En n'ayant qu'un seul objectif, réussir le pari d'une bonne CAN pour notre pays. La 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football
se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. 5 villes, notamment Abidjan, avec les stades Alassane Ouattara d'Ebimpe et le stade Félix Houphouët-Boigny, le stade de la Paix de Bouaké, le stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo, le stade Laurent Pokou de San Pedro et le stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro vont abriter l'événement. La Côte d'Ivoire évoluera dans la poule A avec le Nigeria, la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau. Dans l'actualité internationale, le Libéria se dirige vers une revanche de 2017 au second tour de la présidentielle avec un duel entre le sortant George Weah et l'opposant Joseph Boakai au coude à coude selon des résultats provisoires. Ce rendez-vous qui sera décisif est attendu pour le 7 novembre prochain. Les précisions de Pierre Dipomela. Au vu des chiffres publiés par la commission électorale libérienne, ni George Weah, ancienne star du football, ni Joseph Boakai, ancien vice-président de Ellen Johnson de 2006 à 2018, ne peuvent réunir le nombre de voix nécessaires pour atteindre une majorité absolue et être élus dès le premier tour. Un second tour est prévu 2 semaines après l'annonce des résultats officiels. Il pourrait avoir lieu théoriquement début novembre, mais risque de se tenir plus tard en raison d'éventuels recours. Joseph Boakai, candidat du Parti de l'Unité à l'élection présidentielle au Libéria, se prépare déjà pour cette deuxième bataille. Il a tendu la main au petit parti jeudi dernier, les appelant à former une grande coalition de l'opposition pour, dit-il, sauver et redresser le Libéria. Le président sortant, George Weah, est quant à lui resté plus discret. Mais en coulisses, il courtise aussi ses faiseurs de roi. Arrivé 3e au premier tour, Edward Appleton, la grande surprise de ces élections, pourrait jouer un rôle d'arbitre au 2e tour. Mais il reste un grand inconnu du public. Élu une première fois en 2017 contre Joseph Boakai au second tour, George Weah jouit d'une grande popularité auprès de la jeunesse, mais il a aussi fait de nombreux déçus. Beaucoup l'accusent de ne pas avoir tenu ses promesses, les conditions de vie des plus démunis ne sont pas améliorées et la corruption a progressé. C'est donc un second tour qui s'annonce très serré entre ses adversaires de longue date. Le score du premier tour laisse présager une campagne très disputée, alors que le déroulement pacifique et régulier du processus est un enjeu majeur. Des affrontements entre le parti au pouvoir et des opposants pendant la campagne ont fait plusieurs morts, notamment dans la province du Lofa, et font craindre des violences post-électorales. Le processus électoral s'est globalement bien tenu. Les observateurs internationaux, présents en nombre, ont félicité la commission électorale pour le bon déroulement du premier tour. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure. Bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.